Cet entretien vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique. Et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton, recueilli dans les mers et océans du monde. Je passe la parole au gouverneur Santini. Bonsoir, bienvenue sur Soleil Vert, l'émission d'écologie politique des Amis de la Terre Drôme, en ce 4e mercredi du mois de janvier. Nous avons parmi nous au micro, comme d'habitude, Christophe. Bonsoir et bonne année. Yann. Bonsoir, bonne année. Céline qui nous a rejoint maintenant aux Amis de la Terre Drôme. Bonsoir. Moi-même au micro pour vous servir et Tristan aux manettes là-bas. Bonsoir et bonne année. Bonne année à tous. Notre invité du jour, Fabien, bonsoir. Bonsoir. Fabien Fer, auteur de « Et si on osait vivre mieux de façon plus équitable », va nous éclairer sur le sujet qu'on a choisi ce soir, donc les monnaies locales et l'argent. Donc je disais, j'ai envie de commencer par cette question à Fabien Fer, notre invité. L'argent n'a finalement pas grand-chose à voir avec la monnaie, ou plutôt la monnaie avec l'argent. On utilise l'un pour l'autre, mais en fait, finalement, il y a quasiment aucun lien. En fait, c'est plus ou moins un abus de langage parce que l'argent, au départ, c'était avec de l'or. Justement, les pièces étaient faites d'or ou d'argent. Et c'est devenu courant d'appeler la monnaie l'argent. Et oui, sauf que maintenant, ça n'a plus aucun lien ni avec l'or ni avec l'argent. Depuis la fin de l'étalon or et de la convertibilité du dollar avec l'or. Donc du coup, qu'est-ce que c'est si c'est convertible, s'il n'y a plus de valeur absolue, et s'il n'y a pas une matière derrière, si en fait finalement le billet en lui-même ne vaut rien, on est d'accord ? Contrairement à la pièce d'argent qui valait son poids d'argent. Voilà, le billet, lui, la valeur de fabrication du billet, elle est totalement négligeable par rapport à la valeur qu'il transporte, la valeur qu'il permet justement d'acheter des biens. Par exemple, 10 €, le prix d'un billet, c'est pas 10 € évidemment à fabriquer. Mais alors du coup, qui fixe cette valeur de 10 €, d'où ça vient et à quoi sert l'argent finalement ? Enfin la monnaie plus exactement. Yann ? Mais une toute petite question. Elles sont faites en quel métal, les pièces d'aujourd'hui ? Par curiosité, est-ce que tu le sais ? Les centimes, c'est du fer. Les centimes, c'est du fer ? Tout simplement, on peut l'aimanter, donc c'est du fer. Et les euros et 2 €? Les euros, je sais pas, je les ai pas aimantés. Je pense qu'il y avait du nickel, mais j'en suis pas sûr. D'accord. Juste une petite précision par rapport à ce que tu disais, François. J'ai lu que sur 4 000 milliards de dollars échangés par jour sur les bourses planétaires, seuls 2% pouvaient être convertis. Ah ouais. Voilà, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre en fait, c'est que à partir du moment où la monnaie n'a pas de valeur en elle-même, elle est donc en fait un étalon. Je veux dire, elle est juste un instrument de mesure. La monnaie, c'est un instrument de mesure, effectivement, qui permet de fixer une valeur aux choses que l'on veut échanger. Mais également, c'est une réserve. Parce que votre billet, vous le gagnez aujourd'hui en travaillant et vous allez le dépenser peut-être dans 1 mois ou 2 mois. Or, si vous avez une denrée périssable pour échanger, vous n'allez pas pouvoir l'échanger tout de suite. Donc, ça fait réserve de valeur. Pour reprendre le compte, s'il avait eu la somme équivalente au pain, non seulement il pouvait l'acheter tout de suite en s'épargnant tout ce travail, mais il pouvait aussi avoir des sous de côté pour l'acheter le lendemain. Et voilà. Exactement. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre fonction de l'argent que ces deux-là, c'est-à-dire se mettre d'accord sur ce que valent les choses et mettre de l'argent de côté ? L'unité de valeur qui permet de donner une valeur aux choses. Après, c'est un moyen d'échange parce que avant il y avait soi-disant le troc. Après, il y en a certains qui disent que c'est une fable, mais il y avait donc le troc, c'est un moyen d'échange et la réserve de valeur. C'est les trois éléments fondamentaux de la monnaie. Après, il y a effectivement tout ce qui est lien social. Parce que lorsqu'on fait un échange, ça met en relation 2 personnes. Puis finalement, ça simplifie beaucoup de choses. Puisque finalement, là, on parlera ensuite des monnaies locales, mais en un premier temps, c'est important de savoir à quoi sert la monnaie, puisque on a l'impression qu'il y avait avant plein de monnaies dans plein de pays, et que la raison pour laquelle ça s'est unifié petit à petit, c'est juste pour faciliter les échanges. Oui, mais en fait, tout ça, ça a évolué plus ou moins en même temps avec la mondialisation. Si on prend par exemple au XVIIe siècle, il y avait de la monnaie, mais elle était utilisée, la plupart du temps, elle était utilisée localement et elle n'avait pas de cours ailleurs, sauf que l'or c'était une valeur
universelle, plus ou moins universelle, mais néanmoins, quand il y avait une pièce qui était donc faite dans un pays, si on allait ailleurs, c'était le poids en or qu'elle représentait qui donnait cette valeur-là. C'était pas la pièce en elle-même qui était éditée localement. D'accord, oui, s'il y avait la tête de Louis XVI ou du roi de l'empereur d'Autriche, enfin c'était finalement le même poids, il s'arrangeait pour faire des poids, donc il y avait déjà cette idée de convertibilité, en tout cas de référence à... Mais c'était pas la pièce en elle-même, c'était vraiment l'or. Le matériau. La matière, ouais. Voilà, et donc à partir du moment où cette référence-là n'existe plus, qui fixe la valeur de l'argent ? Aujourd'hui, c'est les places de marché, c'est la bourse. Et alors cet argent, est-ce qu'il correspond à des richesses réelles ? Parce que c'est ça la question. Alors il y a 97% de la monnaie qui n'a rien à voir avec l'économie réelle. Donc c'est que de la spéculation. 97% de la monnaie mondiale, c'est de la spéculation. C'est une façon de vivre à crédit finalement. Voilà, exactement. Alors vivre à crédit, ça veut dire quoi du coup en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand je vais tirer 40 euros à la banque, d'où vient ces 40 euros ? Bon, à part le fait qu'ils ont été fabriqués à un moment, mais est-ce que c'est la banque centrale qui les fabrique ? Est-ce que c'est les banques privées qui produisent cet argent ? Qui produit la monnaie ? Je ne parle pas au sens physique, parce que, encore que ça, c'est une question aussi intéressante. Mais qui produit la monnaie ? La monnaie, elle est produite par les banques privées, malheureusement, depuis 1971. C'est ça. Alors qu'avant, c'était la Banque de France. Oui. Avant, chaque pays dépendait de sa banque centrale pour décider de créer de l'argent. Tandis que maintenant, les États, c'est ce que j'ai cru comprendre, empruntent comme tout le monde. C'est-à-dire que tout argent qui est créé, et en fait, ne correspond à aucune richesse. Elle est créée par une banque privée. C'est simplement un jeu d'écriture. Un jeu d'écriture dans un ordinateur. Ouais, exactement. Ça veut dire que l'économie réelle, c'est ce qu'on pourrait réduire entre guillemets à du troc, c'est-à-dire le pain contre ça revient à acheter des biens et services. Voilà, les biens et les services représentent 3% des échanges dans le monde. Et le reste, quand tu dis spéculation, c'est quoi exactement ? De l'achat-vente, mais sur les places de marché. En fait, ça n'a pas de réalité physique. Quand on est à la bourse, on achète X tonnes ou X valeurs de quelque chose, mais ça n'a pas vraiment de réalité physique. On peut même acheter des choses totalement virtuelles. Les produits dérivés, c'est des choses complètement qui n'ont rien à voir avec... C'est des paris sur des choses qui existent vraiment, mais en attendant, cette monnaie-là, elle est basée sur un pari. Donc ça n'a aucun lien avec l'économie réelle. Et même plus que ça, on peut même acheter de l'argent de notre pays. Oui, et le pari, il est sur le fait que telle entreprise a besoin de se développer, donc elle va emprunter de l'argent dans une banque, la banque lui fait confiance, donc lui prête crée de l'argent pour elle lui prête pas l'argent de quelqu'un d'autre en fait, c'est ça que moi j'ai un peu découvert, au lieu de prêter l'argent qui est l'épargne des autres, ce qui pourrait être logique, on pourrait dire la banque, si on crée une banque mutuelle, on mettrait tout l'argent en même temps, au même endroit, et puis en fonction des besoins des uns et des autres, paf, on le prêterait, mais en fait c'est pas ça. L'argent est créé purement et simplement, et avec l'espoir qu'il sera rendu avec de l'intérêt. C'est ça. Mais ce qui oblige, ce que j'ai compris, c'est que, de ce que j'ai pu entendre et lire, c'est que ça oblige l'entreprise à faire des bénéfices importants pour pouvoir se développer comme la banque l'attend et pouvoir rembourser ses prêts. Donc ça contraint une croissance avec un rythme assez important. Une croissance qui est surtout une croissance infinie. Et en plus une croissance infinie. Donc ça puisque pose ces questions-là. Le potentiel de gain que l'on peut faire dans une société comme la nôtre en travaillant, il est inférieur à ce que on va emprunter. Donc ça veut dire que quoi qu'on fasse, même si on travaillait le plus possible, en fait, on n'aurait jamais assez d'argent pour pouvoir rembourser ce qu'on a emprunté. Ça s'appelle une course en avant. Exactement. Finalement, tout cet argent-là, ce n'est pas une masse existante, c'est une masse qui se déplace. Et c'est surtout une masse qui a été créée et qui continue à s'accroître de façon exponentielle sans personne qui va dire maintenant il y en a trop.
Après, c'est des bulles qui explosent, quoi. C'est souvent ça qu'on dit et qu'on craint, qu'on vit. Exactement. Après, c'est une question de confiance, finalement, et de contrats moraux entre les différents partenaires, si je comprends bien. De toute façon, l'argent, notamment aujourd'hui, l'argent, c'est qu'une question de confiance. Je vais prendre ce billet. J'ai confiance en la banque qui me le donne. Le billet ne vaut rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le billet ne vaut rien en lui-même. Voilà. C'est une question de confiance. Déjà, une fragilité effrayante finalement de tous les fonds qu'on peut avoir. Et j'ai surtout confiance que mes économies sont à l'abri dans ma banque. Parce qu'on a déjà vu ce qui fait tomber les banques. Une des choses qui fait tomber les banques, c'est quand tout le monde se précipite au guichet pour récupérer ses économies. Voilà. La banque s'effondre. Elle est incapable de répondre de donner tout l'argent à tous ses clients. C'est effectivement une raison, mais il y a également une deuxième raison, c'est quand les emprunteurs ne peuvent plus payer. Et oui, c'est ce qu'on dit. Alors, finalement, ça paraît, par rapport à une stricte équivalence entre l'argent en circulation, enfin la monnaie, soyons précis, en circulation et les richesses, on se dit c'est pas plus mal finalement qu'on puisse créer du crédit comme ça, parce que justement ça permet de faire avancer les choses. Si on n'était pas dans une planète finie, avec un environnement qui est fini, on pourrait se dire c'est très bien, ça croît sans cesse, tant mieux, sauf que... C'est bien, c'est pas bien. Pourquoi vouloir s'accroître sans cesse déjà? Parce que là, on a déjà cette notion en tête qu'il faut s'accroître, qu'il faut toujours plus, mais pourquoi? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, c'est ça la question je pense que posent les monnaies locales. On va y revenir. Alors, en fait, ce petit tour d'horizon sur un petit peu les systèmes de la monnaie classique, le système classique, ça nous permet de poser la question suivante. À quoi bon créer une monnaie locale? Est-ce que c'est pas... ça pourrait sembler de l'extérieur une espèce de retour en arrière, de se dire on va retrouver l'éclatement d'avant la monnaie unique, d'avant l'euro, d'avant les francs, d'avant tout ça. Et peut-être que déjà on a quelques éléments de réponse, mais Fabien, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais j'avais une question juste pour te lancer, c'est puisque la monnaie telle qu'elle existe au niveau international contribue et nous oblige en fait à une course en avant, ça veut dire que par son fonctionnement, elle n'est pas neutre. Parce qu'on pourrait penser que si c'est juste un instrument de mesure, comme les kilos ou les mètres, c'est neutre. On peut pas, on dire voilà, c'est comme ça, on s'adapte. En fait, la neutralité de l'argent... de la monnaie, tu veux dire? La neutralité de la monnaie, en fait, elle agit sur plusieurs plans. Parce que souvent, quand on parle de neutralité de monnaie, c'est est-ce que le fait d'utiliser de la monnaie va agir sur le type d'échange et les personnes avec qui on va interagir, justement. Ça, c'est vraiment la neutralité. Et effectivement, il n'y a pas de neutralité. Possible. On dit que la monnaie est neutre, mais en fait, elle n'est pas neutre. Puisqu'on voit bien qu'on choisit, en fait, de faire certaines transactions en fonction, justement, de son coût. J'ai pas compris. Moi non plus. En fait, la neutralité. Toi, quand tu as dit le terme neutralité, qu'est-ce que tu voulais dire? Je disais, on peut pas questionner... si on prend dans l'exemple des mètres et des kilos, quel intérêt ça aurait de créer un étalon local au niveau de Cré ou de la Drôme pour dire tiens, nous, on va changer d'instrument de mesure parce que on trouve ça plus intéressant de changer. Parce que de l'extérieur, pour la monnaie, on pourrait dire c'est pareil, à quoi bon créer une monnaie locale qui soit différente de la monnaie nationale? En fait, la monnaie locale, c'est une monnaie locale complémentaire. Donc déjà, il faut faire une différence entre les monnaies locales complémentaires et les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies alternatives. Parce que la monnaie alternative, elle tend à remplacer la monnaie qui est en cours dans le pays. D'accord? Ça, c'est la monnaie alternative. D'accord. Et la monnaie locale complémentaire, elle va s'appuyer sur, par exemple, l'euro et offrir des services ou des prestations qui peuvent être un peu différentes. C'est-à-dire que l'euro ne remplit pas tous ces... il laisse des blancs que comblerait la monnaie complémentaire. Il laisse des blancs que la monnaie complémentaire locale
va essayer de combler, Par exemple, notamment au travers d'une charte qui lie en fait tous les prestataires. mais alors, Exemple écologique ou plutôt un engagement social ou ce genre de choses. alors par exemple, quel blanc c'est-à-dire parce qu'avec l'euro, on peut très bien aussi faire de l'écologie. C'est pas la vocation première de l'euro, alors que ça pourrait être la vocation première, si j'ai bien compris, d'une monnaie locale. C'est pas une condition d'utilisation, c'est plutôt ça. En fait, plus qu'une vocation. Tout est fixé par la charte. À partir du moment où quelqu'un va accepter des billets de la monnaie locale, Ouais. il doit remplir certains critères. Et les critères, ils sont fixés par la charte locale. Alors, c'est bien sûr les militants locaux qui vont choisir. Est-ce qu'on veut privilégier plutôt le social? Est-ce qu'on veut privilégier plutôt l'écologique? Ou même, est-ce qu'on veut privilégier la partie économique? C'est aussi possible avec une monnaie locale. Bien sûr, ça on va y venir après, les différentes formes, parce qu'il existe un grand nombre de monnaies locales dans le monde et en France en particulier déjà en cours. Mais alors du coup, quand la charte en fait impose un certain usage de cette monnaie. Donc c'est à la fois restrictif par rapport à l'euro et en même temps incitatif puisque on se retrouve à faire attention à la manière dont on achète et on vend. Alors effectivement, mais... Donc c'est pas neutre. C'est pas neutre. Je suis entièrement d'accord. Tout comme l'euro, on a vu tout à l'heure qu'il n'était pas neutre, enfin l'euro, le dollar, parce qu'il incitait à une croissance toujours infinie, jusqu'à des fois tu as des effondrements, etc. Donc là, pour la monnaie locale, c'est pas neutre non plus, mais ça prend le contre-pied. Oui, ça prend le contre-pied, mais ça pose une question. C'est que, en général, ces monnaies locales sont appuyées, sont défendues par des militants de la première heure qui viennent là et qui disent il faut qu'on fasse quelque chose, et effectivement, ils arrivent à faire quelque chose. Malheureusement, ça reste toujours des militants. Et c'est pour ça que souvent les monnaies locales restent confinées et n'arrivent pas à prendre vraiment l'ampleur qu'elles devraient avoir, parce qu'on n'arrive pas à toucher assez de monde qui se sentent peut-être pas forcément concernés par l'écologie, mais qui auraient peut-être besoin, malgré tout, peut-être d'un service plutôt social. Donc c'est pour ça que je pense que l'enjeu des monnaies locales dans les années à venir, ça va être justement d'étendre les possibles pour pouvoir toucher le plus de monde. Et est-ce qu'une question ne serait pas justement la confiance qu'on pourrait accorder à ces monnaies locales? Alors ça, effectivement, je suis d'accord. Tout au début, il y avait certaines réticences. On voyait ça d'un œil bizarre. Bon, maintenant, il y a pratiquement 60 monnaies locales en France, donc on commence à un petit peu savoir que... Oui, je peux juste en citer quelques-unes. Il y a notamment les plus connus sont le Sol Violette à Toulouse, qui à l'échelle de toute l'agglomération, c'est un énorme réseau. Il y a le SCO au Pays Basque qui va être lancé, qui est lancé en ce moment même, je crois, en fanfare, parce que dans le Pays Basque, les militants, pour le coup, comme tu disais, il y en a beaucoup. Il y a à Nantes aussi plusieurs projets de monnaie locale, mais ça, on pourra peut-être notamment à Nantes, c'est très intéressant parce que c'est une monnaie locale qui est soutenue, initiée et soutenue par la mairie. Mais du coup, tu allais dire quelque chose. Donc, il y a le soutien par la mairie. Il est fait dans quel but? C'est plutôt un développement économique local, favoriser les entreprises locales? Oui, déjà d'une part, et également de pouvoir donner des services dans le domaine social, mais à moindre coût, puisque c'est la monnaie locale en fait qui va prendre le contre-pied de l'euro. Pourquoi à moindre coût? Parce que quand vous avez une monnaie locale qui est appuyée sur l'euro, comme c'est le cas en l'occurrence, ça veut dire que vous allez donner 10 euros et on va vous donner 10 unités de mesure en monnaie locale. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez un billet dans les mains qui a l'équivalent de 10 euros, d'accord? Mais que ces 10 euros, ils sont placés dans une banque, donc ils travaillent, donc ils rapportent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a 20 euros sur le marché. Tandis que si vous avez un seul billet de 10 euros, vous n'avez que 10 euros. Et est-ce que ça peut être un moyen d'échapper ou de contourner la TVA? Non. Non, puisque les échanges se font dans les magasins.
Les magasins, en l'occurrence, ils payent la TVA. On peut citer bien sûr localement la mesure à Romans, qui est une monnaie physique. On peut voir les billets, les toucher, et, tout à fait. Voilà, et payer et recevoir en mesure. Et puis pas très loin, une bonne dynamique à Romans, d'après ce très bonne dynamique, tout à fait. Et pas très loin, en Ardèche, il y a la Luciole. On peut payer en Luciole, voilà. Et puis après, c'est où la Bog? elle a fusionné avec la Luciole. Ah, voilà. Je crois comprendre que tout le territoire ardéchois maintenant est inondé par cette monnaie locale, qui donc sert, on le comprend, pour des raisons d'incitation à ce que l'argent reste en circuit fermé. Un peu, c'est comme aller chercher des légumes pas loin. Et en fait, c'est la suite fermé et local. C'est ça, c'est la suite de la démarche de consommation locale, c'est d'avoir carrément une monnaie qui ne sert que localement. Voilà. Mais par contre, tu disais que la plupart des monnaies étaient adossées à l'euro, donc on peut créer une monnaie qui ne soit pas adossée à l'euro. Oui, notamment c'est les monnaies qui se basent sur le temps. Ah, donc là, on va entrer dans encore un autre sujet. Quelle est la différence entre ces monnaies et les selles, par exemple? Alors les selles, précisons, service d'échange libre, il y en a un à créer. Système d'échange locaux. Système d'échange locaux, ah bon? Je sais pas, j'ai mon ça. C'est moi qui me trompe. Alors. Système d'échange locaux. Système d'échange locaux. On peut donc mentionner la recréation du sel de craie depuis 2 ans. Absolument. Donc, et là, ça consiste. Là, il n'y a pas de monnaie du tout. Enfin, si, il y a la. C'est du temps. D'accord. Donc, le temps, c'est de l'argent. Exactement. On peut compter en. Dans la monnaie. On peut compter en minutes, donc, par exemple, ou en heures. Oui, enfin, c'est plutôt en heures. Plutôt en heures. Et là, du coup, pour le sel de craie, on peut en parler rapidement puisque le fonctionnement est assez simple. Alors, il y a une monnaie quand même qui s'appelle le Val, si je ne me trompe pas. Oui, car c'est relié au sel de Valence. Sel de Valence. Et 1 heure fait 60 Vals. 1 heure fait 60 Vals, ça doit être si ça. Je ne me trompe pas. Donc en fait, il y a un compte, on a un compte sur Internet. Et si on peut échanger des vals sur Internet, par exemple, tout à fait. je vends mon sèche-linge pour un certain ou des services. Oui, et puis j'achète des services à quelqu'un d'autre. Voilà, ça passe comme ça. Les annonces sont faites sur Internet. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas de billets non plus. On peut espérer, on peut souhaiter un grand succès au sel de craie issu de Valence pour qu'il reprenne son autonomie et qu'on voit réapparaître dans la vallée le Crécel. Qui fait penser oui, voilà, alors ça. Les noms, ça, il y en a. Hein, les noms. C'était le nom avant, il y a quelques années, avant qu'ils disparaissent. Ça fait partie de la poésie des monnaies locales, c'est qu'il y a un débat sur la création du nom, et c'est pas inintéressant. Là, je suis tombé sur un site dans le Puy-de-Dôme, où ils sont en train de créer aussi une monnaie locale dans le Puy-de-Dôme. C'est, donc ils cherchent, alors il y a plein de noms, il y a l'accolade, le bouclier, le fouchtra, la braise, le vulcanix, la lave, enfin bref, ça fait rêver. Mais avant de revenir sur ce sel et puis les principes de la monnaie temps, est-ce que toutes les monnaies sont légales en fait? Parce que ça paraît étonnant de pouvoir créer une monnaie qui n'a pas cours sur tout le territoire. En fait, elles sont tolérées pour l'instant. Il y a certaines négociations qui sont en cours. Il faut savoir que les monnaies locales, elles s'appuient quand même sur le code monétaire et financier. Et ce code, il est précis, mais il tolère quand même certaines... anomalies. Non, n'appelons pas ça des anomalies, mais il tolère certaines choses parce que si on crée une monnaie locale qui n'est utilisée que par un très petit nombre d'individus et pour un nombre de biens et services qui sont limités, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'être référencé en tant que d'organisme de crédit. Oui. Mais là, sur une communauté, enfin une agglomération comme Toulouse, j'imagine qu'ils ont pas ce besoin-là non plus. Non, en fait, tout dépend. Il faut faire une demande d'exemption en fonction du type de monnaie qu'on a créé, le mode de propagation. Enfin, est-ce qu'on va utiliser des billets? Est-ce que ça va être sur un compte? Est-ce que ça va être un paiement électronique? Et en fonction de ces 3 modes-là, on va avoir 3 types d'exemptions ou pas.
qui vont être donnés par le Conseil prudentiel. D'accord. Donc alors si on résume, on a un intérêt économique local, tissu local, et un intérêt aussi par rapport à l'éthique, c'est-à-dire que s'il y a une charte pour la monnaie locale, on s'engage à respecter cette charte, et donc toutes les conséquences que ça a d'un point de vue du respect soit de l'environnement, soit des personnes. Mais oui, exactement. Est-ce Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que actuellement un billet qui sort de la banque, il est dépensé 2 fois avant de revenir dans la banque. C'est-à-dire que quand il va arriver à la banque, il va de nouveau entrer dans le circuit spéculatif. Et dépenser 2 fois, c'est-à-dire qu'il passe dans 2 mains. Il passe dans 2 mains différentes en moyenne. C'est 2 fois et demi, exactement. Que moi, je prends mon billet, je vais à la boulangerie et elle le remet à la banque. En gros. Vous prenez le billet, vous allez à la boulangerie va se servir pour acheter une chose et après c'est fini, il retourne à la banque. Ah, d'accord. Ouais, mais... Alors qu'avec la monnaie locale, ça peut monter jusqu'à 6 fois ou 6 fois et demi. Et comment ça se fait ? Parce que justement, vu qu'on ne peut la dépenser que localement, l'intérêt à circuler. Après, il y a un autre phénomène, si la monnaie est fondante ou pas fondante. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie fondante, du coup ? Une monnaie fondante, c'est une monnaie qui perd un tout petit peu de sa valeur. En général, c'est tous les 3 mois. Donc, plus vite que l'euro ? En fait, il y a 10 euros au départ. Vous achetez pour 10 euros de la monnaie locale. Au bout de 3 mois, elle aura perdu un certain pourcentage qui est fixé par chacune des monnaies locales. Ça peut varier. Et ce qui fait que si on veut redonner la valeur de son billet à la valeur initiale, en fait, il faut payer. En général, on achète un timbre et on vient le coller sur le billet. D'accord, donc ça c'est pour inciter les gens à s'en servir. C'est pour inciter les gens à s'en servir et à dépenser. Et dans ce cadre-là, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pourrait dire pour limiter la surconsommation. Oui, parce que du coup ça recrée une dynamique de surconsommation, de croissance. Alors ça par contre, c'est très intéressant pour l'aspect économique. Oui, effectivement, au niveau local. Ouais. Ça empêche la thésaurisation, c'est ça ? Exactement. Et concernant l'inflation, justement, est-ce que les monnaies locales sont sensibles à l'inflation ? Est-ce qu'elles s'adaptent ? Mais justement, une monnaie locale qui s'appuie sur l'euro, forcément, si il y avait un gros crash boursier, malheureusement, elle dépend également de la valeur de l'euro. Oui. Et du coup, la seule manière de sortir de cette dépendance de l'euro, c'est se baser sur le temps, c'est ça ? C'est pas la seule, mais ça semble une qui est relativement répandue. Il y a quand même plus de 6000 projets de monnaie locale dans le monde, avec tout type d'échanges. Mais le temps, ça semble quand même quelque chose qui sort du lot. S'il fonctionne, c'est-à-dire ? Qui est commun. Et alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme système ? Bon, il y a ce qu'on avait vu tout à l'heure, le CEL. Système d'échange local, donc. Proche, il y a l'accorderie. Voilà, en fait. Alors, l'accorderie, qu'est-ce qu'une accorderie ? Je serais incapable de faire la distinction avec le sel. C'est un petit peu plus réduit, mais ça a des caractéristiques différentes que nous aborderons dans une prochaine réunion. Dans une prochaine émission. En fait, une accorderie, c'est on va dire le grand-père du sel. D'accord. C'est né au Canada. Et en fait, une accorderie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se met d'accord. On se met d'accord sur des services. Tiens, moi je vais faire 1 heure de jardinage chez toi. Tiens, tu vas faire 1 heure de repassage. C'est un échange qui ne passe pas par l'intermédiaire d'une monnaie virtuelle comme le voilà. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de monnaie en tant que telle, mais c'est des échanges. On se met d'accord. Voilà. On troque le temps. Oui. En général, c'était sur des services. Oui. D'accord. C'est bien, on comprend plein de trucs. Il y a de l'écho, je crois. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce qu'on peut imaginer ça à l'échelle d'un pays, par exemple ? Parce que là, du coup, il n'y a pas de raison que ça reste local. Après, en rêvant un peu. N'oublions pas que nous avons quand même les saintes banques qui sont derrière. Bien sûr, mais je veux dire, est-ce que c'est imaginable ? Les maudites banques. À l'échelle d'un pays ou d'un continent comme l'Europe, ça serait finalement moraliser l'euro, tout simplement. Tu veux dire lui redonner une valeur, mais une valeur finalement morale et éthique. C'est-à-dire en fait faire de... C'est-à-dire peut-être que les citoyens justement se réapproprient quelque chose qui est à la fois quotidien et extrêmement puissant, c'est-à-dire l'argent, tout simplement, la monnaie.
Là, ça serait redonner du sens finalement à l'argent. Mais comment faire ça en conditionnant son usage? Oui. C'est-à-dire créer une charte pour l'utilisation de l'euro. On en est loin. Alors, Fabien, en fait, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Ouais. Mais à mon avis, ça va pas assez loin. Parce que si on recrée, que ce soit une monnaie locale qui prendrait le pas sur l'euro, ou même les monnaies temps, il y a quand même une chose qu'on oublie, c'est qu'on va toujours être dans cette dynamique d'acheter, de vendre, de dépenser. Parce que ça, c'est malheureusement en nous. À l'heure actuelle, une certaine avidité, un certain individualisme, parfois un ego un peu exacerbé, et tout ça fait que, à mon avis, dans n'importe quel type de monnaie qu'on va utiliser, on va avoir tendance à reproduire les mêmes systèmes. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la crise avec le crédito, parce que vous avez entendu parler du crédito. Si, en Argentine. Voilà, il y a eu une très grave crise économique et le pays était au bord de la faillite. Et du coup, il y a eu tout un tas de monnaies locales qui ont été créées, notamment le crédito, qui a permis de sortir le pays de l'ornière. Sauf qu'il y a eu après une surémission de crédito et du coup, en fait, on est arrivé exactement au même travers que ce qu'on a avec l'euro ou n'importe quel type de monnaie. C'est en avoir plus, en vouloir plus, et après la thésaurisation, et après on est reparti dans ce système. Mais la thésaurisation, c'est-à-dire que l'épargne, c'est une mauvaise chose pour la monnaie, pour les services, pour les personnes. C'est un peu violent. Quand vous avez une masse monétaire très très importante, alors vous avez épargné toute votre vie, vous avez des sommes colossales, mais à côté il y a des gens qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir emprunter chez vous, mais vous n'allez pas faire cadeau de la somme, des intérêts. Et voilà. Vous êtes un spéculateur. D'accord. Je suis donc découvert. Et alors, tout de même, donc, je reviens sur le livre que tu as écrit, Fabien, Faire, et si on osait vivre mieux de façon plus équitable, il me semble que tu vas assez loin dans la description d'un système qui pourrait éventuellement résoudre un certain nombre de problèmes pour ne pas retomber dans les travers de la monnaie. Est-ce que tu peux en parler brièvement? Oui, alors moi en fait ce que j'ai fait, à l'époque où j'ai pensé ça, j'étais très jeune, j'avais pas envie vraiment de m'impliquer dans ce que c'était l'économie, à quoi ça servait, etc. Moi, je me suis dit, je veux arriver à tel but. Et le but, je veux un système qui soit plus juste, je veux un respect de l'environnement, etc. Et après, je suis revenu en sens inverse. J'ai dit, bon, ok, pour obtenir ça, qu'est-ce que je dois faire? Et je suis arrivé donc à ça, ça m'a pris plus d'une dizaine d'années pour arriver à ce système-là. Et donc, à mon avis, on a tous un bien commun, c'est le temps qu'on passe sur Terre. Donc pour moi, j'ai dit, voilà, ce temps-là, il a une valeur. Maintenant, à partir de ça, c'est bien, parce que ça permet que, par exemple, 1 heure d'un ingénieur, ça coûte la même chose qu'1 heure d'un balayeur. Donc ça, déjà, ça met tout le monde sur le pied d'égalité. Chacun a donné 1 heure. Peu importe le résultat, chaque personne a passé 1 heure. Voilà. Donc ça, déjà, ça résout le problème de l'égalité. Mais je me suis dit, l'égalité, c'est bien. Mais sauf qu'on se dit, mais attendez, moi j'ai fait des études, pourquoi je gagnerais moins que lui? C'est le problème de l'équité après. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas parce que la personne, elle a acheté mon heure 1 heure, que moi je devrais toucher qu'1 heure. Parce que moi j'ai une valeur intrinsèque qui m'appartient. Elle regarde personne d'autre à la rigueur. Donc je me suis dit, si chaque personne avait un petit porte-monnaie électronique, pourquoi pas, avec un coefficient qui lui est accroché, qui reprend tous les éléments que la personne a fait dans sa vie, ou tout ce qu'elle fait. Compliqué à justifier, mais c'est-à-dire par exemple, si elle a fait des études, elle aura un coefficient supérieur à si elle n'en a pas fait, par exemple? Par exemple, mais le coefficient sur les études, oui, c'est un exemple, mais ça peut être l'implication sociale, du bénévolat, l'association, le bénévolat, etc. Et tout dépend de la charte. Mais là, justement, dans ce cas-là, il n'y a pas de charte. Oui, mais il faut quand même se mettre d'accord sur la valeur des choses. Et bien là, sur la valeur des choses, en fait, et c'est là où j'ai eu une idée,
c'est que cette valeur, elle n'est pas fixée par quelque chose d'intangible, elle est fixée par la santé de la Terre. Parce que la santé de la Terre, en fait, on peut la mesurer. On peut mesurer avec des chiffres, le taux de CO2, on peut mesurer le nombre de cancers, on peut mesurer même le nombre de suicides, etc. Donc en fait, on peut mesurer la qualité de ce qui se passe sur la Terre au niveau de ses habitants, au niveau de la santé. C'est l'IDH, tout simplement, peut-être aussi. S'appuyer sur l'IDH, l'indice de développement humain. Alors, après, il peut y avoir l'empreinte écologique, il peut y avoir plein de paramètres. Donc ça, les paramètres, bien sûr, sont à définir sur quoi on va se baser. Mais à partir de ces paramètres, on va dire, plus la Terre va bien, plus on gagne. Donc, si les gens veulent gagner plus, parce que ça, c'est malheureusement... À l'heure actuelle, ça marche comme ça. On veut toujours gagner plus. Ok, bon, moi, je veux gagner plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je regarde mon coefficient. Je dis, tiens, je vois que par exemple, au niveau social, sur l'aide des personnes âgées, tiens, je suis un peu dans les choux là. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir dans mon quartier. Allez, tiens. Et voilà, je remonte mon coefficient et du coup, j'apporte à la société quelque chose. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est d'apporter à la société quelque chose et d'apporter aussi à notre écosystème. Admettons, et du coup, le coefficient, après, Le coefficient, en fait, il évolue tout au long de la vie de la personne en fonction de ce qu'elle va faire. Oui, mais il fait quoi? Enfin, il sert à quoi ce coefficient? C'est quand tu disais, quand tu le coefficient, c'est que, en fait, le coefficient, il se charge de calculer ce qui va être crédité sur le compte. Je vais faire 1 heure de jardinage chez quelqu'un. Il va me donner 1 heure, mais moi, en fait, je vais avoir sur mon compte 1h30, par exemple. Et quid de l'oisivité, justement, du temps perdu, qui en fait n'est pas si perdu que ça, puisque ça peut être du temps créatif. J'avais vu une personne très intéressante qui avait parlé de rémunérer justement aussi l'oisiveté. C'est un concept que j'ai pas intégré dans mon livre. Par contre, ça demande réflexion. Moi, je propose un coefficient 1000 pour l'oisiveté. Bon, en tout cas, ça fait réfléchir toutes ces propositions pour essayer d'imaginer une manière différente de s'échanger et de se travailler aussi, parce qu'au final, c'est quand même ça. Si on reprend le compte, il finit quand même par travailler, c'est-à-dire qu'il remonte jusqu'aux paysans. Moi, quand ma fille m'a raconté ce compte, je dis c'est le paysan qui va le faire travailler pour lui donner un peu de blé. Mais non, c'est là que je trouve le compte intéressant, c'est que ça va jusqu'à la rivière, et au final, le travail qu'il fournit est un travail d'amélioration de l'état de la nature. C'est ça que je trouve intéressant. Et au final, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont résumées là-dedans. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Fabien? Non. Alors, je me dis que je verrai jamais un billet de 10 ou 20 euros de la même façon à la fin de cette émission. Si, j'aurais une dernière question. Yann? Quels sont les ingrédients à avoir pour démarrer une monnaie locale? On en a parlé depuis... Les rumeurs courent la vallée depuis des années. Bon, ça n'est jamais arrivé. Je me demande, par curiosité, est-ce qu'il y a des ingrédients particuliers ou c'est différent à chaque fois? Il y a des ingrédients, oui. Tout dépend qu'est-ce que vous voulez lancer comme monnaie. Parce que si vous lancez une monnaie locale complémentaire telle que la mesure de Roman, par exemple, donc qui est une monnaie qui est appuyée sur l'euro, c'est relativement... Vous allez sur le site des MLC, MLC monnaie locale complémentaire, et vous avez toutes les informations nécessaires à la création de votre monnaie. D'accord. Et vous avez même les contacts aussi avec les personnes si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais est-ce que pour peut-être ce que tu voulais dire, Yann, est-ce que l'implication des pouvoirs publics est indispensable, par exemple? Moi, personnellement, je pense que oui, les pouvoirs publics, ils devraient soutenir les projets comme ça. Mais dans les cas qu'on a cités, bon alors Toulouse-Nantes c'est sûr, la Luciole je sais pas. Est-ce qu'il y a dans les monnaies locales complémentaires qui existent en France, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas appuyées sur une mairie ou sur une communauté de communes ou sur un département? Oui, il y en a beaucoup, oui. Ah bon? Oui. D'accord. Je sais qu'en Ille-et-Vilaine, il y a une expérience. En Nantes. Là, on parle de monnaie physique et pas de sel, parce que le sel, c'est évident que c'est plus simple à créer sans pouvoir public. Mais oui, donc tu dis qu'il y en aurait déjà. Oui, les Vilaines à Nantes, mais moi je pense que les monnaies locales telles qu'elles sont aujourd'hui, ça n'est qu'un premier pas.
Et actuellement, elles sont limitées par le COMOFI, le Code monétaire et financier. Mais avec l'arrivée des crises à venir, je pense que le COMOFI va devenir de moins en moins restrictif et que les monnaies locales vont avoir beaucoup plus d'emprise avec le public. Et surtout, il va y avoir beaucoup plus d'innovation. Parce qu'à partir du moment où on va lâcher la bride, là, on va voir tout un tas de monnaies locales différentes qui vont arriver. Signalons d'ailleurs que la Suisse est bien placée dans la matière parce que le VIR, je crois, WIR, existe depuis très longtemps. Depuis la crise de 29, peut-être bien, non ? Oui. Il me semble que c'est ça. Dans l'agenda, ça s'est intitulé Partageons la galette parce qu'il ne m'a pas demandé le titre. Ah oui, c'est vrai, Partageons la galette. En plus, j'avais choisi le titre exprès. Un beau titre. Une galette avec, notons-le, une bougie dessus. Avec comme fève Céline. Yann, ton agenda. Et donc avec une bougie dessus, tu ne le dis pas ça, parce que nous fêtons notre premier anniversaire de l'émission. Mais oui, mais c'est trop subtil. Écoute, franchement. Effectivement, c'est vrai, ça fait 1 an que cette émission existe, ça se fête. Alors, qu'est-ce qu'on a annoncé ? Jeudi 23 janvier, il se passe quelque chose d'incroyable à créer. Fifrelin. Ah pardon, ça va changer. Oui, 2 choses à l'agenda ce mois-ci, 2 choses liées d'ailleurs. Une extrêmement locale qui sera le jeudi 23 janvier, bonne date, à 20h. Extrêmement locale ici à Cré, au cinéma L'Éden, le chapitre 12 de la transition. Je ne sais pas quel anniversaire fête non plus la transition, probablement plus qu'1 an, puisque chapitre 12, ça avance précisément sur le sujet qui nous anime ce soir. Les monnaies locales, transition économique, point d'interrogation, avec des films courts, un débat, un fabuliste, et dans les intervenants, le même intervenant que ce soir. Fabien, reviens ici à Cré. Il y aura également le sel de Cré présent. Groupe local Nef. Pistil qui fera sa fable. Absolument, les fables de Pistil, exceptionnelles, très intéressantes. Et cet événement s'inscrit dans un événement plus grand, qui est mon 2e point à l'agenda. Pour les semaines à venir, ça a déjà commencé, ça dure jusqu'au 9 février, c'est le traditionnel rendez-vous des rencontres de l'écologie, fait par Écologie au quotidien, qui n'a pas lieu que à Die, mais également dans toute la vallée, dans toute la Bio-Vallée. Donc des événements ici à Cré, mais aussi jusque Livron-l'Oriole, un petit peu partout dans la vallée. C'est du 23 janvier au 3 février 2014 à Die, et plus généralement du 19 janvier au 9 février dans toute la Bio-Vallée. La thématique de cette année concerne la biodiversité, cultivons la vie, c'est le titre, et donc il y a d'innombrables événements sur plein de sujets différents et très intéressants, des projections débats avec des invités d'envergure nationale et plein de témoignages locaux toutes ces prochaines semaines. Je vous invite à aller regarder sur le site internet de l'écologie au quotidien le programme précis ou de prendre un programme physique papier dans un des nombreux points où il est disponible, comme à l'Étincelle ou ailleurs à Cré et dans la vallée. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour ce soir. Donc on vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions Soleil Vert sur le site de Les Amis de la Terre Drôme, dont tu vas nous rappeler l'adresse, Yann. Les Amis de la Terre Drôme.wordpress.com. Les Parfait. Émissions ne sont pas encore toutes là, mais ça ne va pas tarder. Elles sont également diffusées donc sur Radio M, et vous pourrez écouter les émissions les plus récentes sur Radio Saint-Ferréol, sur laquelle nous sommes actuellement tout de suite. Merci beaucoup à tous. Merci Christophe. Bonsoir. Merci Bonsoir. Céline, Yann, Tristan et François Riquet qui m'a trouvé les noms pour le Puy de Dôme, le projet de monnaie locale. À très bientôt. Merci. En raison même de son immense popularité, Soleil Vert est devenu une denrée rare. N'oubliez pas que c'est mardi le jour de Soleil Vert. Mais non, c'est le mercredi.